Madame, Monsieur, bonsoir et c'est l'heure des informations. Nous vous savons gré de rester fidèles à ITV. Voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. C'est un peu la loi des séries après l'incident de samedi qui avait occasionné 8 blessés. Un nouvel accident est survenu ce lundi en Casamance avec un autre véhicule militaire qui a causé 2 morts et autant de blessés graves. Véhicule donc qui est tombé sur une mine anti-char. Cher Yérim Seck est à nouveau empêtré dans une affaire judiciaire. Il pourrait être déféré demain au parquet. Il est en garde à vue à la brigade de recherche. Le journaliste s'était invité dans l'affaire dite Battu Plus avec force révélation ce week-end. Ramdam aussi est plein de boucans pour John Balago Seck qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette affaire de faux monnayage et de faux billets pour laquelle le procureur de la République a requis 5 ans de prison à son encontre ainsi que 10 millions d'amende en CFA. Beaucoup de déboires finalement dans cette actualité avec les immigrés sénégalais bloqués et confinés au pays par l'ambiance devenue irrespirable du coronavirus. Ils s'en sont pris notamment aux pratiques jugées amorales de notre pavillon national Air Sénégal qui appliquerait des tarifs exorbitants. Ils sont pris donc comme des vaches à lait et ils refusent de se faire traire. Enfin, SOS au Mali, pour le Mali, donc, au lendemain de la main tendue d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'imam Diko, main tendue interprété comme un aveu de faiblesse par plus d'un commentateur. Et aujourd'hui, ce sont les militaires qui continuent de payer un lourd tribut au djihadisme avec des dizaines de soldats qui ont été tués ou portés disparus. On va vous développer toute la titraille dans une seconde. C'est la question de ce soir, cher Yérim Seck, s'est-il attiré des ennuis en mettant la main dans ce qu'on pourrait appeler un panier à crabe, en soulevant des lièvres sans prendre de pincettes sur l'affaire dite affaire Battu Plus, qui est une affaire sur fond de coffre-fort, d'espèces sonnantes et trébuchantes, de vol d'argent supposé et d'évasion fiscale supposée également. Il a été placé aujourd'hui en garde à vue en attendant d'être déféré demain. On a interrogé aujourd'hui son conseil qui a révélé que les enquêteurs lui ont demandé de divulguer ses sources, ce que sûrement il n'a pas dû faire. On va écouter donc son avocat interrogé par Migui Maram Ndiaye. M. Cheikh Seck vient de déférer à une convocation de la brigade de recherche de Dakar pour se soumettre à un interrogatoire relatif à des propos qu'il a eu à tenir sur un plateau de télévision, notamment la 7TV, le vendredi dernier. Au terme de l'interrogatoire, le lieutenant-colonel qui dirigeait l'enquête en compagnie de 4 de ses collaborateurs a pris la décision de le placer en garde à vue. Là, à ce niveau-là, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale qui s'applique. La durée légale étant de 48 heures, il peut être maintenu dans les liens de la garde à vue jusqu'à l'expiration de cette durée. Et cette durée peut faire l'objet d'une prorogation sur autorisation du procureur de la République qui est le maître des poursuites. Alors, quel commentaire sur ce dossier après cette décision des enquêteurs? J'avoue pour ma part que la décision qui a été prise au terme de l'interrogatoire m'a un peu surpris. Dans la mesure où l'interrogatoire s'est déroulé quand même dans une ambiance parfaite. M. Cheikh Yérim Seck a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Mais il faut dire quand même que les gendarmes sont restés un peu sur leur faim parce qu'il était plus question de le pousser à rapporter des preuves ou à tout le moins la source des informations qu'il a eu à véhiculer
lors de cette émission télévisée. Et à cet exercice, il a refusé de se soumettre parce qu'effectivement, il leur a fait comprendre que les journalistes n'étaient pas tenus de livrer ces. Et nous allons rester toujours avec la chronique judiciaire en parlant notamment de John Balagosek. Et la question qu'on va se poser, c'est si oui ou non le chanteur a chanté faux. En tout cas, le procureur de la République vient de requérir à son encontre 5 ans d'emprisonnement ainsi que 10 millions d'amendements. Aujourd'hui, c'était le procès en appel sur cette affaire de faux billets dans laquelle le chanteur, qui est aussi un patrimoine national, est impliqué. On a interrogé son avocat aussi, maître Ousmane Sey. L'enseignement ou bien la moralité de cette interview, c'est qu'il nous dit que l'espoir ne prend fin qu'en enfer. On va l'entendre interroger qu'il était par Alioune Diouf. Vous savez, l'avocat général pouvait même requérir la perpétuité s'il veut. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ce réquisitoire soit basé sur des faits et sur des textes de loi précis. J'ai démontré tout à l'heure en plaidant qu'il n'y a aucun délit, qu'il n'y a pas de signes monétaires qui ont été falsifiés. Vous étiez à l'audience, on a ouvert les scellés, on s'est rendu compte que c'est du papier et de la monnaie en plastique. En aucun cas, personne ne pouvait faire circuler. On ne pouvait pas commercialiser ça. Et la loi est claire. Les signes monétaires, c'est des signes qui ont l'apparence de la vraie monnaie. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas entrer en voie de condamnation contre Thione Seck parce qu'il n'y a pas le corps du délit. Matériellement, on ne peut pas dire qu'il a commis un délit. Il a été trompé, je l'ai dit. S'il y a quelque chose de constant dans ce dossier-là, c'est que Thione Seck a été victime et il a été aussi victime d'une escroquerie. Il a perdu 85 millions dans cette affaire et j'ai raconté le contexte que à l'époque, même le procès-verbal d'audition de Thione Seck a été publié in extenso dans un journal. On a accusé son propre fils de détenir de faux billets, ce qui n'était pas le cas. On a même dit quelque part qu'on aurait ramassé des faux billets au niveau de l'autre extra. Tout ça, c'était de la mise en scène, des rumeurs tendant à faire un complot contre Thione Seck. Ça a réussi pendant 5 ans, mais je crois que la Cour d'appel va y mettre un terme à l'issue de son délibéré. L'actualité judiciaire n'est donc pas confinée pour notre compatriote Lamine Diack. Ça pourrait être une sorte de claque si l'on en juge des informations rapportées par notre correspondant permanent à Paris, Abdoulatif Diop. En l'occurrence, le sieur Lamine Diack s'est quelque peu auto-flagellé aujourd'hui quand il était entendu par la juge. La correspondance particulière d'Abdoulatif Diop, donc, qu'on va suivre. Le président Lamine Diack a finalement fait face à la juge du 32e cabinet de Paris. L'ancien président de l'IAF a tenté de répondre aux nombreuses questions de Coll relatives à ses rapports professionnels et filiaux avec Papa Massata Diack. De nombreuses questions ont agacé M. Diack, qui s'est montré quelquefois irrité et coléreux à l'endroit du tribunal. Beaucoup de questions sont restées sans réponse, d'autres sont esquivées par l'ancien patron de l'athlétisme mondial, notamment les nombreuses sommes d'argent qu'il aurait reçues selon le tribunal de son fils, Papa Massata Diack. Le tribunal lui reproche qu'il a reçu plusieurs versements autour de 600 000 € des mains de son fils, patron de Pamodzi, Papa Massata Diack. Les choses ne semblent pas tourner en sa faveur malgré sa détermination et son engagement à vouloir évacuer ce procès qui pèse comme un lourd fardeau sur sa tête. Même si certains documents, comme des messages, ont révélé que M. Valentin Balak-Chef a nié avoir remis de l'argent à Diack père, d'autres prouvent que les commissions de contrats de sponsoring négociées par Diack fils n'ont pas échappé à son père. Le fait de ne pas pouvoir apporter de réponses précises sur certaines questions semble cuire les carottes pour les dirigeants sénégalais. Le tribunal lui annonce déjà la saisie de ses placements autour de 180 000 € en attendant la plaidoirie mercredi prochain pour les différentes parties. Nous y sommes, on y reste au tribunal correctionnel de Paris, donc avec ce
jugement et nous allons ausculter la réaction de l'avocat de Pape Massata Diack, en l'occurrence Maître Antoine Bokié, interrogé par Abdoulatif Diop. À nouveau, je ne peux que regretter que ce procès se poursuive alors que mon client est bloqué au Sénégal. D'autant plus qu'on évoque des contrats de sponsoring dont il a été à l'origine, qu'il a apporté à l'IAF et effectivement, il aurait été le plus à même de décrire le travail qu'il a effectué, les efforts considérables qu'il a mis en œuvre pour permettre à une fédération de devenir ce qu'elle est devenue avec les moyens qu'elle a réussi à obtenir auprès de très nombreux sponsors. Et même les adversaires de Papa Massata Diack sont contraints d'admettre aujourd'hui que c'est lui qui a mobilisé tous ces fonds, c'est lui qui a su convaincre les sponsors qu'il fallait s'investir sur le sujet de l'athlétisme. Et donc aujourd'hui, l'IAF est bien malvenue à lui en faire le grief. Tout à l'heure, la présidente a posé la question à M. Diack, à savoir la diplomatie informelle. Donc parfois, il faut des usages de votre client. Est-ce que vous savez c'est quoi la diplomatie informelle? Non, je ne sais pas ce que c'est que la diplomatie informelle. Ce qui est sûr, ce n'est pas une notion de droit pénal. Nos vies sont ainsi donc faites de malheur. On vous signale, comme on vous l'a dit en début de journal, l'accident d'un véhicule militaire qui a sauté sur une mine anti-char. 2 militaires en sont morts, 2 autres ont eu des blessures graves, selon un communiqué de la DIRPA. Accident survenu lors d'opérations pour accompagner et sécuriser la population à Mbissine et lutter contre tous les trafics orchestrés par les bandes armées dans cette zone du sud entre Diagnon et Mbissine. Les familles des victimes seront soutenues dans ces circonstances. On revient à Dakar où des compatriotes établis à l'étranger et bloqués ici se sont révoltés, sinon se sont soulevés contre Air Sénégal International qui pratiquerait des choses jugées amorales selon ces immigrés. On va suivre le sujet réalisé par Adam Assar et Bachir Sow. Ces cris en disent long sur la situation que vivent les émigrés sénégalais bloqués au pays. Devant les locaux de la compagnie Air Sénégal, les membres du collectif Diaspora Nyolank apportent des précisions sur le tarif de leur billet retour fixé à plus de 2 millions de francs CFA. Que Hassan Samb, le commercial d'Air Sénégal, a fait une déclaration dans une radio de la place, soit disant que la diaspora paye 1 000 € son billet de retour, or que ce n'était pas du tout vrai. La diaspora a payé 1 250 €, 1 350 € et 1 500 €. Bon, 1 million de francs CFA, 750 000 francs CFA, 800 000 francs CFA. C'est pourquoi il dénonce une magouille dans cette affaire. Parce que derrière tout cela, il y a un rabatteur, un Sénégalais, un Modou, tout juste, il n'est ni diplomate, ni tout, un Modou, qui a encaissé 360 millions de francs CFA sur le dos des immigrés, disons, qui voulaient retourner. Après cela, c'est le Sénégal qui l'a encaissé. Disons, une part, c'est pour lui, l'autre part, c'est pour le Sénégal. Maintenant... Ainsi, pour régler leur problème, Baïfal et ses amis appellent le chef de l'État Macky Sall à subventionner leur billet retour. Maintenant, on l'attend du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. On demande de l'aide auprès du président, bon, qu'il subventionne, disons, les prix des billets à 50% ou bien même à 70%. Victimes des restrictions dues au coronavirus, les émigrés sénégalais bloqués au pays ne souhaitent qu'une seule chose, le retour immédiat en Europe dans de bonnes conditions.
C'est donc la saison des pancartes et des colères de toutes sortes. On va parler également du ressentiment des victimes de la cité Tobago qui se sont fait entendre aujourd'hui et ont attiré l'attention de l'autorité sur les lenteurs par rapport à leur dossier. Ces personnes avaient vu leur cadastre rasé purement et simplement il y a quelques années. Le président du collectif de la colère est interrogé ici par notre reporter Nancy Diouf. 5 années, 5 longues années d'attente, d'espoir et de privation, soit autant de sacrifices consentis par les 336 victimes de la cité Tobago. Sensible à la situation, le président de la République, son Excellence Macky Sall, s'est saisi de l'affaire et reçoit les impactés à la salle des banquets. 11 hectares qui sont de la propriété exclusive de l'État du Sénégal nous a été offert par le président de la République. 6 hectares à Ngor sur le titre 526/NGA, ex-4407 et 5 hectares à Yoff sur le titre 5448/NGA. La presse a fait état d'intention prêtée aux autorités d'un éventuel arrêt des démarches administratives. Toutes choses qui font que le collectif des victimes de la cité Tobago est prêt à reprendre la lutte jusqu'au recouvrement total et complet des droits acquis depuis l'audience accordée par le président de la République. La seule interrogation qui vaille porte sur l'origine des lenteurs notées depuis un moment. Unis, nous vaincrons. Vive le collectif des victimes de Tobago. Et c'est un peu la mode et le phénomène du moment, le démantèlement des statuts controversés qui ont pignon sur rue. Et aujourd'hui, on a interrogé un socio-anthropologue sénégalais qui a là-dessus réinventé ce qu'on pourrait appeler le ponce-pilatisme. Et tout au long de ces derniers jours, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, à Bruxelles, où la statue de Léopold II a été déboulonnée, de même qu'à Boston, où Christophe Colomb a été terrassé. On va écouter donc le jugement de ce socio-anthropologue au micro de Pape Ibrahima Ndiaye. C'est donc naturel que on se focalise sur les questions de statut, surtout que ça s'est passé aussi en Occident. On a déboulonné des statuts des gens qui étaient considérés comme des héros en Allemagne, en Belgique, plutôt en Belgique, en France. Et là, le mouvement naturellement a suivi parce que nous sommes dans un environnement très médiatisé, les gens sont au courant. Donc il y a un phénomène qui se développe depuis quelques années, un phénomène contre la domination, un phénomène pour la souveraineté culturelle de nos sociétés. Et quelle devrait être la position du Sénégal par rapport à ces statuts ? Je pense qu'il faut écouter les populations, écouter les aspirations de la jeunesse et trouver avec les scientifiques d'histoire les moyens de traiter cette question-là. Je pense qu'on ne va pas jeter tout. Ces statuts sont une partie de l'histoire du Sénégal, mais au lieu de les mettre dans des espaces publics comme si c'était des héros, peut-être il faut faire un musée, comme l'a dit tout à l'heure l'historien, mon ami Mbaye Thiam. Il faut peut-être un musée de la colonisation où les gens pourraient se rendre pour voir ce qu'a été la colonisation, mais pas mettre des statuts comme si c'était des héros nationaux, alors que c'est tout à fait le contraire. Et par contre, ici au Sénégal, on a des icônes et des personnalités qui sont chères à nos cœurs. Et c'est pour signaler que les mourides célèbrent aujourd'hui le rappel à Dieu de Abdoul Ahad Mbacké, qui fut le 3e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. On lui rend hommage ce soir avec ce sujet proposé par Cheikh Sall.
Grand éducateur par la parole et par l'exemple initiatif, il a explicité avec une rare réussite la doctrine du travail rédempteur professée par son illustre père, Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est également reconnu comme l'un des grands bâtisseurs de la ville sainte de Touba. Troisième khalife général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad a assimilé le Coran et les sciences religieuses sous la férule de son oncle Serigne Amsatou Diakhaté, frère de sa vertueuse mère, Sokhna Mariama Diakhaté. Quand le 6 août 1968, Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général du mouridisme, rejoignit son seigneur, la communauté qui, dans sa grande majorité, l'ignorait, put découvrir un homme droit, honnête, ennemi irréductible du mensonge, de la duplicité et de l'hypocrisie. Incontestablement, Baye Lahad, comme on l'appelle affectueusement, a laissé une empreinte indélébile dans la ville sainte de Touba, tout comme dans le cœur des mourides et des musulmans. À sa disparition, le 19 juin 1989, il a laissé une cité en plein essor et une communauté résolument soudée, mobilisée autour de l'adoration de Dieu et du travail sanctifiant. léegi nag nit ki waxi démbam ak jëfi teyam boo ko boolee mënoo leen a ràññale di benn nit a ngooga lu nekk nale di ñëw moo jara woon nit naa ko séenal ma nga nale waaye mi ngi nii moom desu ko wax mukk ko ami bët te ko amuti bëti jarte waxal ndax du gis. Voilà, enracinement et ouverture, c'est ce qu'on va faire avant de boucler ce journal. En parlant d'actualité internationale, on va signaler qu'il y a eu plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures sur le continent africain. Exactement 10 036 selon un dernier décompte officiel. Et la veille, il n'y en avait que 7 063 cas. L'OMS avait prédit la semaine passée que le virus connaîtrait une forme d'accélération sur le continent. Chez le Mali voisin, une quarantaine de soldats ont trouvé la mort ou ont été portés disparus à la suite d'une attaque djihadiste dans le centre du pays. Une information confirmée rapidement par les responsables militaires ce lundi. Un convoi militaire d'une douzaine de véhicules a fait l'objet d'une embuscade. C'est donc une catastrophe globale, sécuritaire et politique qui est en train de se jouer au Mali. On termine avec le vieux continent, autrement dit l'Europe, où l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce et beaucoup d'autres pays ont pris sur eux de rétablir la libre circulation des personnes, donc dans tous les pays de l'Union européenne qui sont parvenus à maîtriser le coronavirus. Autrement dit, les Européens vont voyager et le souci pour tout le monde, c'était de relancer l'économie, mais également de sauver des secteurs ultra névralgiques comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez la suite de la totale bloc d'informations. Je m'en vais remercier toute l'équipe qui a réalisé ce journal de main de maître. On vous retrouve demain. Bonsoir.